Corentin sentit le couteau plonger dans son ventre avant même d'entendre le cri. Le sang chaud ruissela sur ses doigts, mais ce n'était pas le sien, c'était celui de Benjamin, son jumeau, effondré à ses pieds dans la ruelle obscure de Montmartre. « Pourquoi, Corentin ? Pourquoi moi » murmura Benjamin, les yeux vitreux, tandis que la pluie lavait les larmes de leurs visages identiques. Dans cet instant suspendu, où le monde se réduisait à leur souffle haletant, Corentin comprit que l'amour, ce monstre aux 1000 visages, avait enfin dévoré ce qui restait de leur fraternité. Paris, cette ville des amours impossibles, s'éveillait sous un ciel d'automne perpétuel, où les feuilles jaunies des marronniers dansaient comme des confettis mélancoliques sur les pavés humides du quartier latin. Corentin et Benjamin Duval, nés à quelques minutes d'intervalle sous le même toit bourgeois du 16e arrondissement, avaient toujours été le reflet l'un de l'autre, cheveux châtains ondulés cascadant jusqu'aux épaules, yeux verts perçants hérités de leur mère absente, et ce sourire en coin qui faisait chavirer les cœurs sans effort. À 25 ans, ils incarnaient l'idéal romantique français des étudiants en arts plastiques à la Sorbonne, partageant un appartement exigu près de la Seine, où les toiles inachevées s'empilaient comme des rêves avortés. Mais sous cette symétrie parfaite bouillonnait une faille invisible. Corentin, l'aîné de quelques minutes, était le feu, impulsif, charismatique, collectionnant les conquêtes éphémères dans les bars enfumés de Pigalle. Benjamin, lui, était l'eau, calme en surface, tourbillonnant dans les abysses, hanté par une timidité qui le rongeait comme un acide lent. Tous deux gays, avoués depuis l'adolescence dans une famille progressiste mais distante, leur père, un galeriste distant, préférait les catalogues aux confessions, ils naviguaient les tumultes de l'amour avec une complicité fusionnelle. Jusqu'à ce soir d'octobre, où tout bascula. C'était lors d'une exposition underground dans une galerie cachée du Marais, écho intime, où des artistes queer déconstruisaient les normes hétérocentrées avec une audace qui faisait rougir les critiques du Figaro. Corentin, vêtu d'une chemise ouverte sur un torse athlétique sculpté par des nuits de danse, sirotait un pastis quand il le vit, Alexandre Laurent, 27 ans, un Américain exilé à Paris pour un doctorat en littérature comparée à la Jussieu. Grand, élancé, avec une crinière noire rebelle et des yeux bleus comme l'océan Atlantique qu'il avait traversé pour fuir les conventions de Boston. Alexandre portait un blazer usé, un jean slim qui moulait ses cuisses musclées, et un air de poète maudit qui hurlait le danger, mais pour Corentin, c'était une invitation. « Tu sais, tes yeux me rappellent les vers de Rimbaud, j'ai embrassé l'aube d'été », lança Corentin, sa voix rauque effleurant l'oreille d'Alexandre comme une caresse interdite. L'Américain se tourna, un sourire en coin illumina son visage buriné par des nuits blanches. « Et toi, tu dois être le soleil qui l'a brûlé. » Leur rire fusionna, et en un instant, ils étaient absorbés dans une conversation fiévreuse sur Verlaine et ses amours toxiques, ignorant le monde autour. Benjamin, tapi dans un coin sombre, observait la scène depuis l'entrée. Il était venu pour soutenir son frère, comme toujours, portant un pull ample qui masquait sa silhouette fine, ses mains tremblantes serrant un verre d'eau. Voir Corentin rayonner ainsi le transperça d'une jalousie sournoise, un sentiment qu'il avait appris à réprimer depuis l'enfance. « Il est à moi ce soir », se dit-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quand Corentin l'aperçut enfin, il l'attira d'un geste possessif. « Viens, Ben. Voici Alexandre, le type qui pourrait bien nous ruiner la vie. » Les trois se saluèrent, et Benjamin sentit un frisson le traverser où les yeux d'Alexandre s'attardèrent sur lui une seconde de trop, comme s'il devinait le double reflet. La soirée s'étira en une nuit interminable. Ils migrèrent vers un café jazz du côté de Saint-Germain, où le saxo pleurait des ballades de Chet Baker. L'alcool coula, libérant les langues. Alexandre raconta son exil, un coming out fracassant à Harvard, une famille conservatrice qu'il avait reniée, et ce désir viscéral de se perdre dans les rues de Paris, ville des amants maudits. Corentin, galvanisé, posa sa main sur la cuisse d'Alexandre sous la table, un geste possessif qui fit rougir l'Américain. Benjamin, assis en face, feignit l'indifférence, mais son cœur cognait comme un tambour de guerre. « Et toi, Benjamin ? Qu'est-ce qui te brûle de l'intérieur » demanda Alexandre, sa voix un velours sombre. « Les mêmes feux que mon frère, je suppose » répondit Benjamin d'une voix étouffée, évitant son regard. Mais intérieurement, une étincelle s'alluma. Pour la première fois, il se sentit vu non comme l'ombre de Corentin, mais comme un individu. La nuit se termina par un pacte tacite, ils échangèrent des numéros, promirent un dîner tous les trois. En rentrant, titubant dans la brume matinale, Corentin tapa l'épaule de Benjamin. « Il est spécial, hein ? Mais c'est moi qui le chope en premier. » Benjamin rit, un rire forcé, mais dans l'ombre de leur escalier étroit, il murmura pour lui-même, « Pas si sûr. » Les jours suivants furent un tourbillon.
Corentin bombarda Alexandre de messages, des citations de Proust sur la jalousie amoureuse, des invitations à des vernissages, des selfies nus sous la douche pour tester les limites. Alexandre répondait avec une nonchalance calculée, mélange d'humour yankee et de séduction française apprise à la dure. Benjamin, lui, observait en silence, son téléphone muet. Pourtant, un soir, alors que Corentin était en cours, un message arriva, j'ai repensé à notre conversation. Tes silences en disent long. Café demain? Seul. C'était Alexandre. Le cœur de Benjamin s'emballa, il répondit d'un simple oui, et le mensonge s'implanta comme une graine vénéneuse. Le café était un bistrot anonyme près du Panthéon, où les serveurs portaient encore des tabliers à carreaux. Alexandre arriva en retard, essoufflé, une écharpe rouge nouée négligemment autour du cou. Désolé, une conférence sur Whitman m'a retenu. Ce type savait ce que c'est d'aimer un autre homme au grand jour. Ils parlèrent pendant des heures de la solitude des jumeaux, de la pression d'être le double parfait, de ces nuits où Benjamin se réveillait en sueur, hanté par des rêves où Corentin le devançait toujours. Alexandre écouta, ses yeux plongeant dans ceux de Benjamin comme pour y lire un poème inédit. À la fin, il effleura sa main, tu n'es pas son ombre, Ben. Tu es la lumière qu'il cache. Ce contact fut électrique. Benjamin rentra chez lui les joues en feu, cachant son secret à Corentin qui, ce soir-là, annonça triomphalement, demain, on sort tous les trois. Alexandre a proposé un ciné followed by drink. Ça va être épique. Benjamin acquiesça, le gosier serré. Le mensonge grandissait, et avec lui, un désir qu'il n'osait nommer. Le cinéma était un vieux temple du 7e art, le Champeau, où l'on projetait le Brokeback Mountain en version restaurée. Assis au milieu de la salle obscure, les trois hommes formaient un triangle tendu. Corentin, à gauche d'Alexandre, glissait des commentaires moqueurs sur les cow-boys amoureux, Benjamin, à droite, serrait les accoudoirs jusqu'à blanchir ses jointures. Sur l'écran, Henny et Jacques s'embrassaient sous la tente, et Benjamin sentit la main d'Alexandre frôler la sienne dans l'ombre d'un geste fugace, ambigu, qui le laissa pantelant. Corentin ne vit rien, il était trop occupé à mordiller l'oreille d'Alexandre. Après le film, ils atterrirent dans un lounge-bar du Marais, le Phoenix, où des drag queens chantaient Edith Piaf en anglais approximatif. L'alcool coula à flots, gin fizz pour Alexandre, whisky pur pour Corentin, et un vin rouge timide pour Benjamin. La conversation dérapa vers l'intime. Et si on jouait à la vérité ou action, proposa Corentin, ses yeux brillants de malice. Alexandre accepta, un sourire carnassier aux lèvres. Le premier tour, vérité pour Benjamin. As-tu déjà fantasmé sur ton frère? La question d'Alexandre claqua comme un fouet. Benjamin rougit, bafouilla, c'est tabou. Corentin rit nerveusement, allez, Ben, on est jumeaux, on partage tout. Mais sous la table, la main d'Alexandre pressa la cuisse de Benjamin à un signal secret, un câlin invisible qui le fit trembler. Le jeu continua, escaladant, action pour Corentin, qui dut embrasser Alexandre sur la bouche, un baiser vorace qui fit applaudir la salle. Puis vérité pour Alexandre, lequel des deux Duval préfères-tu? Il hésita, but une gorgée, les deux. Vous êtes inséparables. La nuit s'acheva sur le pont des Arts, cadenas d'amour brisé scintillant sous les lumières. Corentin, éméché, attira Alexandre contre la rambarde, reste avec nous, mec. On est un package deal. Benjamin, en retrait, sentit la jalousie le ronger. Alexandre se tourna vers lui, et toi, Ben? Tu danses? Pour la première fois, Benjamin osa, il prit la main d'Alexandre, et ils valsèrent maladroitement au son d'un accordéon lointain. Corentin observa, un pli soucieux barrant son front. Le triangle se resserrait, et la faille s'élargissait. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de rendez-vous volés, où les frontières entre fraternité et désir s'effritaient comme du plâtre ancien. Corentin, toujours en tête de course, organisa un pique-nique au jardin des Tuileries, sous un soleil timide qui peignait les fontaines en or pâle. Ils s'allongèrent sur une couverture à carreaux, partageant du fromage affiné et du pain croustillant, tandis qu'Alexandre récitait des haïkus de Bachot adaptés à Paris, sous la tour Eiffel deux cœurs battent à l'unisson le troisième pleure. Corentin rit, renversant du vin sur la chemise d'Alexandre pour l'occasion d'un effleurement prolongé. Benjamin, feignant la somnolence, sentit pourtant le pied d'Alexandre effleurer le sien à un code morse de séduction qu'il décrypta en silence. Mais les nuits solitaires révélaient la vérité nue. Corentin rentrait tard, les lèvres gonflées de baisers,
racontant à Benjamin les détails crus, il gémit comme un chat sauvage quand je le touche là. Benjamin hochait la tête, un sourire plaqué sur le visage, mais intérieurement, il bouillonnait. Ses propres rencontres avec Alexandre étaient clandestines, un après-midi dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, où ils se frôlèrent derrière des rayonnages poussiéreux, échangeant des murmures sur Kafka et ses amours inavoués, une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, où Alexandre confia son passé, un amant toxique à New York qui l'avait brisé, le laissant avec une peur viscérale de l'engagement. « Tu me fais du bien, Ben. Avec toi, c'est pur », murmura Alexandre un soir, sous un pont voûté où l'eau clapote comme un secret. Ils s'assirent sur un banc humide, et pour la première fois, Benjamin osa poser sa tête sur l'épaule d'Alexandre. Pas de baiser, juste ce câlin, un geste simple, enveloppant, qui fit fondre les armures. « Ne dis rien à Corentin », supplia Benjamin, la voix brisée. Alexandre hocha la tête, c'est notre bulle. Mais les bulles éclatent toujours. Le conflit couva lors d'une fête d'Halloween au Rex Club, où techno et sueur se mêlaient en un rituel païen. Corentin, déguisé en Dorian Gray décadent, dansa collé à Alexandre, vampire peinturluré en cuir moulant. Benjamin, simple fantôme en drap blanc, errait aux marges, observant leur alchimie charnelle. À minuit, Alexandre disparut aux toilettes, Benjamin le suivit, poussé par une urgence irrationnelle. Il les trouva, Corentin plaqué contre le mur, la bouche d'Alexandre sur son cou, mains exploratrices sous la chemise. Le monde bascula. Benjamin recula, le cœur en vrac, et s'enfuit dans la nuit, larmes invisibles sous le masque. De retour à l'appartement, Corentin arriva des heures plus tard, euphorique. « Ben, t'es rentré tôt. T'as raté le meilleur. » Benjamin, lové dans son lit, feignit le sommeil. Mais le lendemain, la fissure apparut. Lors d'un brunch au café de Flore, où Sartre avait jadis disséqué l'existentialisme, Corentin annonça « Alex et moi, on passe la nuit ensemble ce soir. » Chez lui. Benjamin étouffa un hoquet, « Et moi ?» Corentin haussa les épaules, « Rejoins-nous si tu veux. » Mais franchement, Ben, t'es comme un frère pour lui. Pas plus. Les mots lacérèrent. Benjamin passa l'après-midi à errer dans le Père-Lachaise, caressant les tombes de Proust et Wilde, cherchant du réconfort dans les épitaphes d'amour perdu. Son téléphone vibra, « Alexandre. Viens ce soir. Seul d'abord. J'ai besoin de toi. » Le piège se referma. Benjamin mentit à Corentin, prétextant un exposé, et se glissa dans l'immeuble haussmannien d'Alexandre près de l'Opéra. L'appartement était un havre bohème, livres empilés jusqu'au plafond, affiches de films de Fassbinder, et un lit king size au drap froissé comme une invitation. Ils parlèrent d'abord de la peur d'être le second choix, de la jalousie qui ronge comme la rouille. Puis, Alexandre attira Benjamin contre lui, « Laisse-moi te montrer que tu es unique. » Leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser lent, exploratoire, chargé de toute la tendresse refoulée. Les corps s'entrelacèrent, peau moite sous la lumière tamisée d'une lampe Tiffany. Ce fut un câlin total, fusionnel, où Benjamin se perdit dans les bras d'Alexandre, oubliant le monde. « Je t'aime », murmura-t-il dans l'extase. Alexandre répondit par un silence complice. Mais l'aube trahit. Corentin surgit, clé en main, Alexandre, dans un élan idiot, avait donné un double à chacun. Il les trouva enlacés, nus sous les couvertures. Le cri qui déchira l'air fut primal, « Traître! Tu m'as volé ça !» Corentin bondit, poing serré, mais Alexandre s'interposa, « C'est pas ce que tu crois. C'est nous trois, ou rien. » Benjamin, couvert de honte, ramassa ses vêtements et fuit, laissant les deux hommes face à face, l'air empoisonné de reproches. Les jours suivants furent un enfer. Corentin ignora Benjamin, barricadé dans sa chambre, noyant sa rage dans des toiles sombres où des figures jumelles se déchiraient. Benjamin, lui, errait comme un fantôme, bombardant Alexandre de messages désespérés, c'était une erreur. Reviens. Mais Alexandre, déchiré, choisit le silence. La trahison s'installa, aigre comme un vin tourné. Lors d'une confrontation explosive dans leur salon, Corentin hurla, « T'es mon frère. Comment as-tu pu ? Il était à moi. » Benjamin riposta, voix tremblante, « À toi ? L'amour n'est pas une possession, Corentin. C'est un choix. Et il m'a choisi. » La gifle partit, sonore, laissant une marque rouge sur la joue de Benjamin. « Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. » Benjamin obéit,
sac à dos sur l'épaule, descendant les escaliers en titubant. Paris, indifférente, l'avala, ses boulevards larges comme des veines ouvertes, ses cafés bondés où les amants riaient sans savoir. Il trouva refuge chez un ami artiste, un loft crasseux à Belleville, où il noya ses nuits dans du rhum et des regrets. Corentin, de son côté, sombra, appels incessants à Alexandre, qui finit par bloquer son numéro. C'est fini. Vous m'avez tous les deux brisés. Le climax approcha comme une tempête atlantique. Benjamin, rongé par la culpabilité, décida de tout avouer au pas pour reconquérir, mais pour guérir. Il écrivit une lettre à Corentin, des pages manuscrites tachées de larmes, nous sommes nés du même ventre, mais nos cœurs battent à des rythmes différents. Pardonne-moi d'avoir voulu être vu, ne serait-ce qu'une fois. Il la glissa sous la porte, ignorant si elle serait lue. Ce soir-là, une alerte orageuse envahit la ville, la scène gonfla, menaçante. Corentin, seul dans l'appartement vide, relut la lettre 100 fois. La rage céda à la douleur, une douleur miroir, celle de l'abandon. Il appela Benjamin, voicemail, reviens. On parle. Pas de réponse. Paniqué, il sortit sous la pluie battante, arpentant les rues du Marais, criant son nom dans les allées sombres. C'est là, près du square du Temple, qu'il le trouva, Benjamin, adossé à un mur, trempé, les yeux rougis par le chagrin. Frangin, murmura Corentin, tendant la main. Mais avant que les bras se referment, une ombre surgit, Alexandre, manteau ruisselant, le visage ravagé. Attendez. J'ai menti à vous deux. La révélation tomba comme un coup près, Alexandre avait joué le jeu dès le début, séducteur né, collectionnant les cœurs comme des trophées pour combler son vide. J'ai aimé l'idée des jumeaux le double, l'interdit. Mais c'était faux. Pardon. La pluie redoubla, transformant les pavés en miroirs brisés où se reflétaient leurs trois silhouettes, un tableau vivant de désillusion, digne d'un Magritte dérangé. Alexandre, les épaules voûtées sous le poids de sa confession, recula d'un pas, je suis toxique. J'ai fui Boston pour ça, pour recommencer, mais j'ai recréé le même chaos. Ses yeux, ces lacs bleus qui avaient noyé tant de promesses, étaient maintenant troubles, voilés par une honte qu'il n'avait jamais connue. Corentin, le poing serré, avant ça, tu nous as utilisés, comme des pions dans ton roman personnel. Sors de nos vies. Benjamin, entre les deux, sentit le sol se dérober. La trahison d'Alexandre le transperçait, mais plus encore, c'était la révélation de sa propre faiblesse, ce câlin volé, ce moment de pureté illusoire, n'avait été qu'un mirage. Tu m'as fait croire que j'étais spécial, murmura-t-il, la voix hachée par les sanglots. Alexandre tendit la main, suppliant, Ben, attends. C'était réel, au moins avec toi. Mais Benjamin recula, heurtant le mur, non. C'était un jeu. Et j'ai perdu mon frère pour ça. Corentin, voyant la douleur de son jumeau, sentit la fureur se muer en protecteur instinct. Il s'interposa, poussant Alexandre contre la grille du square, va-t'en. Avant que je te brise pour de bon. Pas de violence physique, juste des mots, aiguisés comme des lames de rasoir. Alexandre obéit, silhouette sombre s'estompant dans la averse, laissant derrière lui un vide hurlant. Les frères restèrent seuls, face à face, la pluie lavant les traces de leur chute. Ils rentrèrent en silence, taxi anonyme filant à travers les artères nocturnes de Paris. L'appartement, avec ses toiles inachevées et ses verres sales, semblait un mausolée. Corentin alluma un feu dans la cheminée factice, un geste rituel de leur enfance, quand leur mère les bordait avec des histoires de fantômes bienveillants. « Assieds-toi, dit-il enfin, tendant une couverture à Benjamin. Ils s'installèrent sur le canapé usé, épaule contre épaule, comme autrefois. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda Corentin, voix rauque. Benjamin baissa les yeux, « Parce que tu es toujours le soleil, Cor. J'ai eu peur d'être l'éclipse. » Les mots libérèrent le flot, Corentin avoua sa propre insécurité, cette peur viscérale d'être remplaçable, doublée d'un jumeau parfait. Avec Alexandre, je voulais prouver que j'étais unique. Pas juste le frère de 2 points. Ils pleurèrent ensemble, larmes salées se mêlant sur leurs joues identiques, un rituel de purification. Les jours suivants furent un lent dégel. Ils évitèrent le Marais, ces rues hantées par le fantôme d'Alexandre, pour se réfugier dans les musées ou le Louvre, où les statues grecques murmuraient sur l'amour fraternel, l'orangerie, où les nymphéas de Monet offraient un havre aquatique. Corentin reprit ses pinceaux, peignant un diptyque, 2 visages miroirs, l'un en feu, l'autre en eau, fusionnant en une vague apaisée. Benjamin, lui, écrivit un journal intime qui devint nouvelle, jumeau éphémère,
soumise à une revue queer underground. Mais la cicatrice saignait encore. Une nuit, Corentin surprit Benjamin fixant son téléphone, attendant un signe d'Alexandre qui ne viendrait pas. Laisse-le partir, Ben. On est plus fort à deux. Ils firent l'amour ce soir-là non charnellement, mais dans une étreinte platonique, corps enlacés sur le lit étroit, murmurant des promesses de fidélité éternelle. C'était leur câlin à eux, pur, sans ombre, réparant ce que l'autre avait brisé. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas fini. Alexandre réapparut 2 semaines plus tard, non comme amant, mais comme ombre repentante. Il frappa à leur porte un matin brumeux, une enveloppe à la main, des billets pour un concert de Sufjan Stevens à l'Olympia, et une lettre. Je pars à Berlin. Pour guérir. Ceci est mon adieu, pas pour vous reconquérir, mais pour clore le chapitre. Vous m'avez appris que l'amour n'est pas un jeu. Corentin voulut la déchirer, mais Benjamin l'en empêcha, Lila. Pour nous. La lettre était un mea culpa littéraire, Alexandre confessait son narcissisme, forgé dans les décombres d'un coming-out familial, et remerciait les jumeaux d'avoir fissuré son armure. Vous êtes plus que des miroirs, vous êtes des âmes entières. Ils allèrent au concert sans lui, main dans la main au milieu de la foule en liesse. Les chansons de Stevens, ses hymnes à la perte et à la rédemption, les enveloppèrent comme une cathédrale sonore. Sur scène, sous les projecteurs, Benjamin murmura à Corentin, on a survécu. Corentin serra sa main, on renaît. Leur relation évolua, plus profonde, tissée de vulnérabilité partagée. Ils s'inscrivirent à un groupe de soutien queer au centre LGBT de Paris, où des histoires similaires triangles amoureux, jalousie fraternelle se dénouaient en rires libérateurs. Corentin rencontra un nouveau flirt, un danseur breton nommé Léo, aux boucles rousses et aux rires contagieux. Benjamin, quant à lui, tomba pour un bibliothécaire timide, Julien, dont les lunettes rondes cachaient des yeux d'un brun chaud. Mais ces amours naissantes étaient secondaires, le vrai lien, c'était eux. Noël approcha, et avec lui, la tradition familiale, un dîner au Ritz, où leur père, veuf depuis 10 ans, tentait maladroitement de recoller les morceaux. Autour de la table étoilée, Corentin et Benjamin échangèrent un regard complice et ils avaient décidé de tout dire. « Papa, on a traversé l'enfer cet automne. Un amour qui nous a séparés. » Le vieil homme, surpris, posa sa fourchette, racontait. Et ils le firent, voix alternées comme un duo d'opéra, dépeignant Alexandre comme un chapitre clos. Leur père, les yeux humides, serra leurs mains, vous êtes mes soleils jumeaux. Fiers de vous. Mais sous la surface, un nouveau conflit mijotait. Benjamin, hanté par des rêves où Alexandre revenait, confia à Corentin, et si j'avais été le mauvais choix. Corentin, jaloux d'un fantôme, répondit durement, oublie-le. Ou je t'oublie. La vieille faille se rouvrit, menaçant d'avaler leur progrès. Une dispute éclata un soir de la Saint-Sylvestre, feux d'artifice illuminant le ciel comme des regrets explosifs. Tu es obsédé. Moi, j'avance, hurla Corentin. Benjamin riposta, et toi, tu me surveilles comme un geôlier. Ils se séparèrent pour la nuit, Corentin dormant sur le canapé, Benjamin dans la chambre. Au matin, une neige rare enveloppa Paris, transformant la ville en carte postale immaculée. Corentin, réveillé par le silence, trouva une note, je pars chez Julien. Besoin d'espace. Le cœur serré, il erra dans les rues enneigées, jusqu'au Pont-Neuf, où ils avaient partagé leur premier secret d'ado. Là, sous les flocons dansants, il appela Benjamin, reviens. Sans toi, je suis incomplet. La réconciliation fut poignante, Benjamin revint, et ils s'étreignirent sous la neige, riant de leur absurdité. On est des idiots romantiques, dit Benjamin. Corentin acquiesça, mais des idiots ensemble. Leur câlin, ce soir-là, fut un serment en pas d'amour volé, juste une fraternité invincible. Le printemps fleurit tard cette année-là, comme réticent à effacer les cicatrices de l'hiver. Les cerisiers du Luxembourg tardèrent à éclore, miroir rose des cœurs en guérison de Corentin et Benjamin. Leur appartement, jadis champ de bataille, devint sanctuaire, murs repeints en bleu Seine, nouvelle toile côte à côte sur les chevalets, symbole d'une harmonie reconquise. Corentin exposa son diptyque à la Biennale des Arts Queer, où il fut salué comme un hymne à la dualité amoureuse par le monde. Benjamin, encouragé, publia sa nouvelle dans une anthologie, dépeignant les jumeaux comme des phénix renaissant des cendres d'un triangle maudit. Léo, le danseur breton, entra dans la vie de Corentin comme une bourrasque iodée. Ils se rencontrèrent lors d'une répétition au théâtre de la ville, où Léo, corps souple comme un saule,
interpréter un solo inspiré de Nijinsky. Ton frère m'a parlé de toi, dit Léo après le spectacle, ses yeux verts pétillants d'une malice innocente. Il dit que tu es le feu qui l'éclaire. Corentin, méfiant au début aux ombres d'Alexandre encore fraîches, se laissa apprivoiser lors d'un week-end à Deauville, où les vagues normandes fouettaient les dunes comme des amants impatients. Leur premier câlin fut sur la plage, au lever du soleil, sel marin sur la peau, avec toi, c'est simple, murmura Corentin. Léo rit, la simplicité, c'est le luxe des cœurs brisés. Benjamin, de son côté, cultivait patiemment avec Julien. Le bibliothécaire, avec son accent toulousain chantant et ses collections de poésie beat, offrait un havre de paix. Leur rendez-vous était des marathons de lecture au bord de la Marne, où ils déconstruisaient Ginsberg ligne par ligne, mains entrelacées sur les pages jaunies. « Tu me fais sentir vu », confia Benjamin un soir, lors d'un pique-nique improvisé sous les saules. Julien, lunettes embuées par la rosée, répondit « Et toi, tu me fais rêver d'aventure ». Leur câlin fut timide d'abord, puis ardent, dans l'herbe haute un moment de vulnérabilité pure, sans jeu ni masque. Pourtant, la réaction d'Alexandre planait comme un corbeau. Une carte postale de Berlin arriva, j'ai lu ta nouvelle, Ben. Merci pour la leçon. Berlin est grise, mais je guéris. Portez-vous bien, jumeaux. Corentin la déchira, mais Benjamin la garda, pliée dans un tiroir comme un talisman ambigu. Il fait partie de nous, maintenant, dit-il à Corentin lors d'une soirée confidence, vin rouge aidant. Pas comme amant, mais comme cicatrice. Corentin grogna, cicatrice qui saigne. Mais au fond, il savait, le pardon était le seul baume. Le vrai test vint avec la fête de la musique, ce chaos joyeux où Paris pulse au rythme de 1000 instruments. Les frères décidèrent d'y aller ensemble, sans Léo ni Julien une nuit pour eux, pour ancrer leur lien. Ils commencèrent au Châtelet, jazz manouche vibrant sous les arches, puis migrèrent vers Bastille, où des DJ-queers remixaient Dalida en hymne électro. La foule était un océan humain, corps pressés, sueur mêlée. Soudain, au milieu d'une piste improvisée, Benjamin aperçut une silhouette familière, Alexandre, de passage, bière à la main, dansant avec un inconnu blond. Le temps s'arrêta. Benjamin figea, cœur cognant. Corentin, sentant la tension, suivit son regard, ignore-le. Mais Alexandre les vit, s'approcha, sourire hésitant, les Duval. Le destin est taquin. La conversation fut polie d'abord aux banalités sur Berlin, la météo, les amours nouvelles. Puis, l'air s'alourdit. Je suis désolé, vraiment, dit Alexandre, voix basse pour couvrir la basse. J'ai été un salaud. Corentin, raide, répondit, ouais. Mais on a survécu. Benjamin, surprenant son frère, ajouta, et toi? Ça va? Ils parlèrent une heure, assis sur un banc improvisé, la musique comme fond sonore à leur trêve. Alexandre confia sa thérapie à un psy freudien qui disséquait ses patterns de séduction comme un roman inachevé. Vous m'avez forcé à me regarder en face. Pas de flamme ravivée, juste une closure humaine, teintée de ce romantisme français qui pardonne sans oublier. Quand Alexandre s'éloigna, embrassant l'air près de leurs joues, Corentin serra l'épaule de Benjamin, t'es courageux, frangin. Ils dansèrent ensuite, ivres de liberté, corps synchrones dans la nuit estivale. L'été s'étira en une idylle collective. Les 4 Corentins, Léo, Benjamin, Julien partirent en road trip vers la Provence, louant une décapotable brinque-ballante pour serpenter les routes lavandeuses. À Gordes, village perché comme un rêve cubiste, ils campèrent sous les étoiles, feu de camp crépitant des histoires, Léo contant ses danses folles à Rennes, Julien récitant Baudelaire sous la tente. Les frères, au cœur de ce quatuor, se surprenaient à observer l'autre avec une fierté nouvelle. Corentin voyant en Benjamin un poète émergent, Benjamin admirant le feu apprivoisé de son aîné. Mais le conflit latent ressurgit lors d'une dispute futile à Avignon, Léo, taquin, plaisanta sur les jumeaux inséparables, et Corentin explosa, on l'est, et alors? T'as un problème? Léo, blessé, s'isola, Benjamin, médiateur, confronta son frère, tu le protèges pas comme moi. La nuit fut tendue, mais l'aube apporta la réconciliation à un câlin à 4, sous le pont du Gard, où l'eau millénaire murmura des leçons d'éternité. De retour à Paris, septembre apporta les vendanges personnelles, Corentin demanda Léo en couple officiel lors d'un opéra à Bastille, la bohème pleurant leur joie. Benjamin, inspiré, proposa à Julien un voyage à New York, ironie du sort, ville d'origine d'Alexandre. Pour clore nos cercles, dit-il. Leur père, apprenant les unions, organisa un dîner familial élargi,
où toasts s'enchaînèrent comme des promesses, à l'amour qui unit, pas qui divise. Pourtant, une ombre finale plana, une lettre d'Alexandre, postée de Berlin. J'ai rencontré quelqu'un. Un vrai. Merci pour la leçon des jumeaux. Joie mitigée pour Benjamin, qui la partagea avec Corentin lors d'une balade au bois de Boulogne. Il a trouvé son câlin, dit Benjamin. Corentin hocha la tête, et nous, le nôtre. Leur étreinte, sous les chênes centenaires, c'est là une paix profonde. L'automne revint, cyclique, avec ses feuilles d'or et ses vents qui chuchotent les secrets de l'année écoulée. Corentin et Benjamin, transformés par la forge du drame, incarnaient désormais une maturité douce amère, celle des survivants qui portent leurs cicatrices comme des médailles discrètes. L'appartement du quartier latin bourdonnait d'une vie nouvelle, rire de Léo emplissant l'air de sa voix chantante, murmure de Julien lisant des extraits de Kerouac à Benjamin au petit déjeuner. Les jumeaux, piliers immobiles dans ce tourbillon, avaient appris à naviguer l'amour non comme une conquête, mais comme un partage généreux. Le climax inattendu survint en novembre, lors de l'exposition solo de Corentin à la galerie de leur père, Miroir fracturé. La salle, aux murs blancs immaculés, exposait une série de toiles monumentales, des portraits entrelacés où figures jumelles se fondaient en paysage parisien, la Seine comme veine vitale, Montmartre comme colline de passion. Benjamin, fier, avait contribué un texte d'accompagnement, une prose poétique sur l'amour qui brise pour reconstruire. La soirée d'ouverture attira une foule cosmopolite, critiques, artistes queer, et, surprise, Alexandre. Il se tenait en retrait, costume sobre, un verre de champagne à la main, observant les toiles comme un pèlerin repentant. Quand leurs regards se croisèrent, Benjamin sentit un pincement en nom de désir, mais de nostalgie close. « Félicitations, dit Alexandre, voix mesurée. C'est magnifique. Vous avez capturé. Nous. Corentin, approchant avec Léo au bras, serra la main tendue, merci. Et toi? Berlin te traite bien. Une conversation brève s'ensuivit, sans rancune, Alexandre présenta son partenaire, un architecte allemand nommé Klaus, solide comme un chêne, yeux gris apaisants. Il m'a appris la stabilité, confia-t-il. Le moment pivotal fut privé, après la foule, sur le balcon surplombant la rue, les trois anciens amants Corentin, Benjamin, Alexandre se retrouvèrent seuls, cigares allumés fumant dans la nuit fraîche. J'ai été le vilain de votre histoire, admit Alexandre. Benjamin secoua la tête, non. Tu étais le catalyseur. Corentin, adouci par le temps, ajouta, on t'a pardonné il y a longtemps. Va, vis. L'étreinte finale fut chaste, un câlin fraternel à trois, sous les étoiles parisiennes, scellant un pardon humain, imparfait mais vrai. La trahison, cette bête noire, s'était muée en leçon, l'amour véritable n'exige pas l'exclusivité possessive, mais la liberté partagée. Corentin et Léo emménagèrent ensemble dans un loft à Oberkampf, murs vitrés donnant sur des toits incés, Benjamin et Julien optèrent pour un appartement cosy près du canal, bibliothèque comme cœur battant. Les frères, malgré la distance physique, restaient liés par des rituels, brunch dominicaux au bouillon chartier, où ils disséquaient la vie comme des philosophes de café, voyage spontané en Bretagne, vent salin balayant les doutes. Leur père, vieilli mais rajeuni par leur confiance, légua la galerie aux jumeaux un legs symbolique de continuité. Lors de la passation, il confia, vous m'avez appris que l'amour, c'est le chaos qui crée. Une larme coula, rare bijou sur sa joue ridée. Noël ce année-là fut un festin d'âmes, familles élargies autour d'une table provençale, rires fusant comme des bouchons de champagne, Léo et Julien intégrés comme des fils prodigues. Mais la profondeur humaniste émergea dans les silences, Benjamin, lors d'une nuit insomniaque, appela Corentin pour parler de doutes persistants et si on se perd un jour? Corentin, voix chaude à l'autre bout du fil, répondit, on est gravés l'un dans l'autre. Comme des tatouages invisibles. Leur câlin virtuel, mot comme bras tendus, rappela que la fraternité transcendait les chairs. L'histoire culmina en une fin ouverte, humaniste, pas de happy end hollywoodien, mais une biographie en cours, où les jumeaux, marqués par la perte, choisissaient la résilience. Un soir de printemps suivant, au bord de la Seine, ils jetèrent à l'eau une boîte contenant reliques d'Alexandre, une photo froissée, un billet de ciné, une mèche de cheveux. Adieu aux fantômes, dit Benjamin. Corentin sourit, bienvenue à nous. La rivière emporta les ombres, laissant place à un horizon clair. Paris, éternelle amante, les berça dans son giron, rue sinueuse comme veine d'histoire, café comme confessionnaux, amour comme poèmes inachevés. Corentin et Benjamin, jumeaux brisés puis recollés à l'heure du kintsugi, marchaient main dans la main au nom comme amants,
mais comme âme sœur, câlin éternel contre les tempêtes à venir. Dans cette ville de lumière vacillante, ils avaient appris que l'amour, dans sa plus belle laideur, rendait humain.